Voilà, madame. Bonjour et bienvenue au Café Spirituel sur Radio Libre en Périgord 102.3. Sommes-nous en plein basculement spirituel ? Éveil de conscience, élévation vibratoire, 5e dimension. Depuis quelques années, il est beaucoup question sur le web, dans les médias, d'une ascension spirituelle qui concernerait de plus en plus d'individus sur la planète. On peut le constater autour de soi. De plus en plus de personnes, même celles qui se disent cartésiennes, témoignent d'expériences de conscience inexpliquées, comme la récurrence de synchronicités, l'apparition de facultés extrasensorielles, qui s'accompagnent souvent d'une perte d'intérêt pour la vie ordinaire, vide de sens. On assiste à la multiplication de nouveaux éveillés qui témoignent sur Internet avoir réalisé l'état de non-dualité. Qu'en est-il réellement ? Ces manifestations sont-elles les indicateurs d'une élévation de la conscience, d'une mutation collective, d'une révolution profonde qui intervient à pic pour sauver le monde, du prolongement de ce qu'on appelle souvent d'une manière péjorative « New Age ». Y a-t-il des pièges à éviter, comme celui de l'ego spirituel ? Peut-on être leurré, se fourvoyer sur ce chemin ? Pour tenter de répondre à toutes ces questions et d'y voir plus clair, j'accueille aujourd'hui Jean-Charles. Bonjour. Et Françoise Chinour. Bonjour. Françoise, tu es maître Reiki, fondatrice d'une forme quantique de Reiki, auteure du livre « Oser être divin » et passionnée par la vie et sa grande diversité. Oui, c'est vraiment la diversité de la vie, c'est chaque personne, c'est chaque être que je rencontre, quel que soit son âge, sa couleur de peau, son appartenance sexuelle ou autre, et qui à chaque fois m'enrichit de sa présence. Je suis toujours sidérée de voir à quel point les gens sont merveilleux et lorsqu'il y a le dépassement des premières minutes où chacun est un petit peu dans une réticence, comme ça peut se produire à l'heure actuelle, eh bien les gens s'ouvrent et chacun a une richesse à partager. Et je suis très très heureuse d'être là en 2019 et de me dire waouh, oh my God, tu participes à tout ça. Mais aussi, il y a plus de 7 milliards d'individus sur cette planète qui participent à aimer la vie et à l'honorer sous toutes ses formes. Alors effectivement, je comprends ton enthousiasme parce que c'est vrai qu'on constate en ce moment, comme je le disais, une belle énergie, quelque chose qui est en train de monter en puissance, mais aussi on peut constater que, on peut en tout cas trouver qu'on régresse sur certains points, que finalement la Terre, on a l'impression que la Terre n'a jamais été aussi maltraitée et l'humain maltraitant. Alors ça, si je me fie qu'à ça, il est certain que je ne peux pas le nier. Mais des écrits ancestraux qui datent de plus de 5000 ans, qui ont été retrouvés, notamment mis en lumière par Greg Braden, disent que au temps de la fin, et nous y sommes, et chic, le pire côtoiera le meilleur. Mm-hmm. Il ne nous est pas demandé de changer ce pire. C'est impossible. Je veux dire, il est impossible de changer quelque chose qui ne le désire pas. Donc, c'est pas la peine de s'acharner en disant « Waouh, il faut que je m'attaque à ça, à ça, à ça, à ça ». Par contre, la question que je me pose tous les matins en me levant, c'est quelle est la contribution positive que je peux être pour moi-même et pour le monde aujourd'hui. Alors justement, quelle est ta contribution à toi, Françoise ? Alors la mienne aujourd'hui, lorsque je me suis levée,
ça a été de mettre à jour tous mes papiers et que chaque personne à qui j'allais envoyer un email ressente l'amour et le respect et la bienveillance que j'avais pour elle. Et je me suis engagée toute la journée à être de bonne humeur et à sourire et à traiter des choses qui peuvent être aussi un peu compliquées à l'heure actuelle dans ma vie par rapport à la situation de ma propre mère, mais à les traiter dans le respect, c'est-à-dire avoir le résultat positif. Quel est le positif que tu peux mettre dans cette situation qui en apparence est négative pour que justement tu ne le traites pas d'une manière trop égotique et trop rude? Jean-Charles, ça t'inspire? Bien sûr. Pour répondre à ta question sur le basculement spirituel, est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à un basculement spirituel? Pour y répondre, en fait, je m'interroge de savoir si, à l'origine, on est des êtres spirituels. Et quel niveau de spiritualité avons-nous? Alors, j'avais compris, moi, que lorsque l'enfant était en fusion avec sa mère et que vers l'âge de 3 ans, quand il devait s'individuer, prendre sa place dans le monde, il développait une forme d'identification à sa personne, ce qu'on appelle l'ego. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on développe ce qu'on appelle l'ego qui permettrait, en fait, de ne pas se confondre, de ne pas devenir schizophrène dans un groupe ou dans une société. Et on se construit comme ça une personnalité mentale de ce que nous sommes. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on est sur le chemin de la spiritualité, on passe notre temps, par la suite, à s'en défaire. Alors, est-ce que c'est un passage obligé ou est-ce que c'est un artifice, en fait, de l'individu d'en passer par ce stade, de développer une personnalité égotique? Est-ce que la vraie nature de ce que nous sommes ne permettrait pas justement de prendre notre place dans ce monde et à partir de là d'être dès le début dans un chemin spirituel? Est-ce que Cro-Magnon, est-ce que Néandertal, est-ce que l'Australopithèque était un être qui était dans déjà une démarche spirituelle? Moi, je le pense, en fait, qu'il y avait une très forte spiritualité. Est-ce qu'aujourd'hui, nos sociétés nous ont éloignés de notre nature? Est-ce que c'est pas pour répondre à un besoin de cette société qu'on a développé cette identité qui est liée à l'ego? Moi, je crois que chacun de nous est détenteur du libre arbitre sur tous les plans. Et c'est rassurant. Ça veut dire que je ne peux pas être changé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit, hormis si j'étais victime d'hétérosubjection. Mais chaque personne sur Terre l'est également. Et nous sommes sur une planète qui est duale. Elle n'est pas unifiée, cette planète. Et si nous avons choisi une planète duale, c'est justement parce que nous avons besoin, en tant qu'être incarné, de connaître quelque chose qui s'oppose à nous-mêmes. Comment peut-on véritablement s'améliorer au plus profond de soi, faire un choix conscient de se dire « ça, cette conduite-là, elle n'est pas correcte pour moi-même, elle n'est pas correcte pour l'autre ». Si justement, il n'y a pas une opposition à. Il y a beaucoup de personnes qui font des démarches spirituelles. Les grands maîtres disent, les grands initiés disent, il faut que vous deveniez adulte spirituellement. Et passer au stage d'adulte spirituellement, c'est de se rendre compte que véritablement tout est jeu de miroir, que de toute manière tout est projeté par toutes les parties de qui je suis, et elles sont multiples et variées, et qu'en cours de route, je ne rencontre que des miroirs. Alors, est-ce que l'ego sert à quelque chose? Probablement oui, sinon pourquoi serait-il là? Et cette planète qui est justement pleine de dualité
et où nous devons sortir du centre solaire. C'est je veux, je dois, j'ai le pouvoir, je suis dans le pouvoir, je suis la plus belle, je suis la meilleure, etc. Je suis une leadership, etc., etc., etc. Eh bien, lorsque ceux et celles qui font ce chemin, ce retour vers eux, naturellement, qui se confrontent à l'aune de leur ego, naturellement, et naturellement je me confronte au mien, et c'est bien. Mais lorsque je suis dans mon cœur et que là, plus rien n'existe, hormis un amour indicible pour tout, pour tout. Je me trouve presque... alors je suis blonde, hein, c'est sûr, hein, mais presque trop blonde en me disant, ton neurone, il a eu quand même de la difficulté pour mettre autant d'années à comprendre ça, une leçon de vie ou des choses comme ça. Alors moi je suis plutôt rassurée de me dire, voilà, il y a ça. Il y a quelqu'un qui va s'opposer à l'idée que je suis en train d'émettre là. Oui, dans cette hypothèse d'une dualité, mais j'en reviens toujours à Cro-Magnon. Est-ce que réellement, là, il y a besoin d'une structure égotique? Est-ce qu'on a besoin d'être dans l'avoir? Est-ce que le fait d'être dans l'être est pas suffisant? Est-ce que cet ajout de l'ego, certains pensent que c'est un artefact, en fait, que ça a été ajouté à l'homme, en fait, pour qu'il devienne quelque chose, peut-être au moment de la révolution agricole, quand on a commencé à posséder, quand on a commencé à voir, mais est-ce que dans son état originel, c'est vraiment ça, parce que est-ce qu'on bascule aujourd'hui dans la spiritualité, mais quand on n'est pas dans la société que l'on connaît aujourd'hui, est-ce que dans son état originel, l'homme est pourvu de cet artefact, en fait, peut-être d'une chose qui lui a été rajoutée et qui fait qu'il va s'éloigner de son soi profond, de sa propre nature. C'est vraiment la question que je me pose. Alors moi, je ne suis pas capable d'y répondre. Vraiment. La seule chose qui me vient, c'est que nous sommes tous issus du même endroit. Nous avons tous en nous une étincelle de vie qui est omnisciente, omniprésente, omnipotente. Et pour la trouver, pour vraiment déblayer tout ce qui obstruait cette lumière en moi et que je peux aussi voir chez les autres, eh bien, mon Dieu, il m'a fallu moult incarnations. Et dans cette vie-là, je me suis prise beaucoup de portes dans la figure pour vraiment entendre, écoute ce qui en toi te guide, écoute, écoute. Alors l'histoire de l'ego, est-ce que ça a été rajouté ou pas? Je ne sais pas. Et c'est pas, moi ça me préoccupe pas. Je veux dire, est-ce que Cro-Magnon en avait un ou pas? Je ne sais pas. Franchement, je suis incapable de répondre. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Et je me dis, puisque tu te réfères à Cro-Magnon, si cet homme a existé, ces peuples ont existé tels ils étaient, obligatoirement, ils sont une participation à notre devenir d'aujourd'hui. Alors, gratitude à eux, tels ils ont été. Voilà. À l'époque de Cro-Magnon, j'y étais pas, donc c'est bien difficile de me dire, il avait de l'ego, il n'en avait pas. Je sais pas. Oui, mais on peut imaginer qu'il avait une connexion forte à son environnement, parce que pour vivre dans des environnements hostiles, tel qu'était le sien, il était probablement davantage connecté que nous le sommes, et cette connexion que la science, que les religions, en fait, ont un peu... il semble qu'il y en a un éloignement par justement ces connaissances qui sont arrivées et qui nous ont enlevé cette reliance que nous pouvions avoir avec quelque chose de plus grand que nous. Il a fallu expliquer certaines choses, et les explications scientifiques, en fait, ne nous ont pas permis de les percevoir. Je crois que Sylvie, tu parlais d'un monde très conditionné par la science, plus très...
Ah oui, non, je disais que la science, c'était une religion, en fait. Oui, 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 les principes de la science relèvent aussi de la croyance. Et la science, les vrais scientifiques sont les premiers à remettre en cause leurs propres croyances. Et oui, alors que nous, on a tendance à porter un crédit incroyable à la science aujourd'hui, comme si elle s'était substituée à l'Église un petit peu. Hum, Hein. hum. Mais alors, pour en revenir à cette mutation-là qu'on a l'impression de constater tous ensemble, là, moi, j'ai des amis, par exemple, qui me disent, des gens donc plutôt terre-à-terre, qui ne croient qu'en ce qu'ils voient, qui commencent à avoir des messages, à capter des informations, et qui sont très troublés par ce phénomène, ces phénomènes de conscience qui leur arrivent. Et donc, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette chose qui laisse imaginer quand même qu'il se passe quelque chose. Mais on va y revenir juste après notre première pause musicale. Nous allons écouter Imagine de John Lennon. Ah oui. Alors, on parle de plus en plus de channeling. De plus en plus de personnes captent des informations qui viennent alors pour certains, ça vient de l'astral, pour d'autres du grand champ informationnel, du champ quantique, des annales akashiques, il y a plein de termes pour parler de ça. Moi, j'ai tendance à appeler ça le cloud. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, on est de plus en plus nombreux à capter le Wi-Fi. Voilà, on a le Wi-Fi interne et on capte le cloud. Et dans ce cloud, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout existe en même temps. D'où, pour moi, l'explication à certains phénomènes de médiumnité. Pour moi, les médiums ont le Wi-Fi et captent le cloud et vont chercher les informations qui nous bluffent parce que comment elle peut savoir ça sur ma mère qui mettait du rouge et tout ça? Eh bien oui, mais pour moi, ça relève plus d'une communication qui s'est ouverte avec donc un champ que d'une faculté extraordinaire. Alors, je sais que c'est un petit peu provoquant. Dans le monde spirituel, on a une certaine considération pour la médiumnité et le channeling est très important en ce moment, mais je fais un petit peu exprès de provoquer. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses, Françoise? Alors, moi, je trouve pas que tu provoques. Au contraire, c'est très lucide ce que tu es en train de dire. Nous sommes tous des médiums, nous sommes tous des channels. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à dire. Je suis médium, je suis clairsentient, clairvoyant, clairaudient, et je canalise des vibrations émises par d'autres dimensions, etc., etc. Nous avons tous ces facultés-là en nous. Et tu disais tout à l'heure que tu avais des amis très cartésiens, et tant mieux, qui maintenant, aujourd'hui, perçoivent des choses. Cette jeunesse même, moi je la vois entre 25 ans et 30 ans, de suite ils sont alignés, de suite ils manifestent les choses, ils croient, ils sont dans la joie, ils sont dans le cœur, ils n'ont pas le temps d'être dans le pouvoir, ils n'ont pas le temps d'être dans des challengers. Ce qui les motive, c'est tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font et comment ils balisent leur chemin? Enfin, même pas ils balisent, c'est la synchronicité qui va être mon mode opérateur de dialogue, et parce qu'ils savent, et tant mieux, que nous sommes tous en interconnexion les uns avec les autres, et que nous sommes tous porteurs d'une information importante pour la personne que l'on rencontre ou autre. Donc tout ça, d'abord ça a été mis en lumière par le monde scientifique, ça c'est certain aussi, grâce aux attentats en 2001, où à ce moment-là, il y a eu un phénomène qui a interloqué le monde de la science. Il faut savoir qu'il y a un programme GOS, G.O.E.S, autour de la Terre. Ce sont des satellites, et ces satellites ont capacité à mesurer les oscillations de la Terre. Et ce fameux 11 septembre 2001, en 1 heure de temps, sur toute la planète, les différents satellites ont tous
vibrer et osciller de la même manière. Et les scientifiques se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a la Terre à osciller de cette manière-là? Mais surtout, c'était identique. Et c'était à des millions de kilomètres, mais identique. Et ils se sont dit, ah, on vient de trouver. Nous sommes tous reliés par Internet, hein, je veux dire. Hein. Et au moment où il y a eu cet attentat aux États-Unis, qui a naturellement horrifié les personnes, en premier les Américains, eh bien, le monde s'est éveillé, réveillé. Et plus les gens se réveillaient, alors il y a des familles qui ont au Canada, il y en a des Canadiens en Europe, etc. Chacun distribuait son information. Et partout autour de la Terre, il y avait cette même « Waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Mais en faisant ça, nous émettions une vibration. Et les scientifiques qui mesuraient l'oscillation de la Terre se sont dit « Waouh, les humains ont capacité à agir sur. » 3 jours après, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous a demandé de faire tous, à l'heure de notre pays, 1 minute de silence pour ces 300 personnes qui étaient parties de l'autre côté du voile. Eh bien, les satellites GOES ont exactement eu les mêmes oscillations, des oscillations de paix, de recueillement. Voilà, de très belles oscillations. Et à partir de ce moment-là, ces scientifiques ont dit « Waouh, ils sont tous interreliés, ils sont tous interconnectés. » D'accord, donc ça pointe notre responsabilité. Tout à fait. D'accord. Et effectivement, je crois aussi qu'il y a eu des expériences faites dans des quartiers violents aux États-Unis où on a expérimenté des méditations collectives et où on a pu constater une baisse de la criminalité directement liée à ces pratiques méditatives. Donc, c'est sûr, enfin, on peut quand même avancer que avec notre psychisme, on peut influer sur la matière. Avec notre psychisme ou avec notre cœur, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Moi, je dirais plutôt avec le cœur. Parce que influer quelque chose avec le psychisme, on est presque dans du judo mental, là. Mais influer quelque chose avec le psychisme, perso, je ne suis pas capable. Mais dans ces moments où il y avait ces instants de paix, de pacification, de recueillement, tu ne te recueilles pas dans la tête, tu te recueilles à l'intérieur de ton cœur. Quand tu as une émotion et que tu t'émeus parce qu'il y a 300 personnes qui sont dans les décombres, tu t'émeus pas avec ton mental, tu t'émeus avec ton cœur. Greg Braden l'a extrêmement bien dit dans le langage de la matrice divine. Il a dit la matrice ne connaît qu'un seul langage, celui de l'amour. Et l'amour, tu l'as pas dans ta tête, tu l'as dans ton cœur. Si tu aimes avec ta tête, c'est pas de l'amour, c'est de l'épicerie. Jean-Charles? Ouais. Ben oui, Greg Braden nous dit qu'on a des sensory neurones dans le cœur et que ensuite ça passe par l'esprit, par le cerveau en fait, qui à l'aide de photons va pouvoir capter ou émettre certaines pensées, c'est pas des idées, c'est des souhaits, des désirs, oui, quand on lance un égrégore sur une population afin que dans des quartiers les gens s'apaisent, forcément que si on est à vouloir avec son cœur le bien d'une population, on mesure des influences là-dessus. Pour revenir sur... alors, on dit que la Terre, oui, il y a une fréquence vibratoire qui est en train de monter et que l'ensemble des populations accèdent à un niveau de conscience plus élevé qui permet d'être plus canal, d'avoir des messages, on dit aussi que certains prétendent que Einstein, comme Léonard de Vinci, étaient déjà connectés aux annales akashiques et que leurs travaux étaient déjà existants et qu'ils étaient juste les récepteurs de ce qui avait été déjà travaillé en amont. Pour revenir sur cette société qui s'éveille
et qui basculerait dans une forme de spiritualité si on le rapporte au nombre d'ouvrages qu'on va trouver dans les rayons spiritualité de la grande distribution. Pour moi, c'est pas vraiment évocateur parce que on peut, si c'est pas une prise de conscience de quelque chose de plus grand que soi, si c'est simplement un substitut euh, aux vacances les dernières vacances qu'on aura faites au Maghreb dans un hôtel club 5 étoiles, où une fois qu'on aura testé le consumérisme, après le capitalisme, après le communisme, et qu'on se sera dit bah, tout ça, ça marche pas très bien. Tiens, si on passait à la spiritualité, c'est peut-être quelque chose qui va nous permettre de passer le temps. Ça sera peut-être plus agréable. Peut-être que ça va nous apporter quelque chose de plus joyeux que ce que nous avons expérimenté jusqu'alors. Et faut pas se tromper en fait. Enfin, faut pas se tromper. Je suis pas donneur de leçons, mais on peut vite s'égarer et être consommateur de spiritualité. Moi, j'appelle ça le consumérisme spiritualité. Consommer de la spiritualité comme on consommerait des voyages, comme on consommerait tout un tas de choses en fait qui pourraient nous apporter un peu plus de mieux-être, de mieux-être. Mais si c'est pas quelque chose que l'on ressent profondément comme étant un appel de quelque chose ou une conscience de quelque chose qui est plus élevé que nous, on peut effectivement, par des pratiques même, être toujours dans la structure de l'ego et de la structure du mental. Et alors, comment faire la différence? Comment savoir si je suis en train de consommer de la spiritualité, d'élaborer quelque chose qui finalement, de nouveau, nourrit mon ego spirituel, on va dire, ou si je suis connectée à mon cœur, à mon être profond, à mon double cosmique, pour certains. C'est beau ce mot. Oui. Ah, il est magnifique ton mot. Pour moi, quelqu'un qui consomme, qui va dans les bouquins ou alors dans des ateliers ou autres, eh bien, va faire zéro progrès. Son discours est identique, c'est-à-dire son regard, sentiment, pensée ne sont pas alignés. Quelqu'un qui véritablement fait des recherches et va dans une librairie, quelle qu'elle soit, grande distribution ou autre, après chacun est libre d'aller où il veut, et va prendre un livre, le lit, change, ressent des choses qui se passent, mais c'est pas quoi encore. Et puis hop, retourne à la librairie, relit une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois le bouquin, et hop, est attiré vers YouTube, vers quelque chose qui va la nourrir, l'élever, puis ensuite a envie de faire une démarche spirituelle. Cette personne amorce véritablement un changement. Je crois pas, hormis ces jeunes là qui me fascinent en ce moment parce que tellement je les trouve merveilleux. Je crois pas que les livres soient anodins dans le sens où ils sont quand même nécessaires ils sont porteurs d'informations. La loi vibratoire de la vie veut que l'on ne choisit rien par hasard. Si quelqu'un tombe sur un mauvais bouquin, eh bien, c'est que vibratoirement, la personne, elle est en adéquation et vibratoirement en syntonie avec ce mauvais bouquin. Quelqu'un qui déjà est dans une recherche de cœur, va dans la librairie, il y en a 100, il va y en avoir un seul qui va attirer son regard, elle va l'emmener chez elle, cette personne, et elle va être estomaquée, elle va dormir avec le lit dans son lit, parce que le livre, justement, est des réponses et des ouvertures et apporte tout ça. Le monde n'est qu'un monde vibratoire, n'est qu'un monde d'énergie. Et les bouquins portent une énergie. Ouais, je crois que vibration, c'est vraiment le mot qui, pour moi, correspond le mieux à ce que je ressens quand, justement, une connaissance me touche au plus profond de moi. Je n'ai pas... la grande différence, le critère, c'est qu'il y a une part de moi qui dit « je le savais ». C'est ça. Alors que, autrement, il y a quelque chose que j'essaie d'ajouter à moi-même
mais ça n'est pas déjà là. Et la vraie connaissance pour moi, c'est quand tu reconnais ce que tu savais déjà. C'est cela, tout à fait. Et ça vibre d'une qualité extraordinaire. Ça amène beaucoup de joie, comme tu disais tout à l'heure. Tout à fait. On va faire une deuxième pause musicale avec I'm Going Home de Tim Curry. On the day I went away, was all I had to say. I want to come again and stay. Smile, and that will mean I'm there. 'Cause I've seen blue skies through the tears in my eyes, and I realize I'm going home. Everywhere, it's been the same. Like I'm outside in the rain, free to try and find the game. Cards for sorrow, cards for pain. 'Cause I've seen blue skies through the tears in my eyes, and I realize I'm going home. I'm going home. I'm going home. I'm going home. À votre avis, comment savons-nous que dans l'invisible, les êtres que l'on contacte aujourd'hui avec donc cette sensibilité qui s'ouvre, dans ces dimensions, on est en contact avec quelque chose de lumineux, quelque chose qui a de la sagesse, de la connaissance et de la bienveillance à notre égard. Comment savoir ça ? Alors, je disais tout à l'heure, hors antenne, que c'est facile, mais ça m'a demandé quand même 40 ans de travail sur moi. Hein. Alors, c'est facile aujourd'hui de répondre à, mais ça m'a demandé 40 ans de travail sur moi et tous les jours, ça me demande de remettre le travail sur le métier. Hein. Je ne dis pas c'est un acquis, je dis simplement je connais le chemin, je l'apprends, je l'enseigne et ceux à qui je l'enseigne aussi le vivent. Donc, pour moi, c'est déjà bien être dans mon cœur, être bien ancré, bien présente dans le ici et le maintenant, ressentir la présence en moi, cette présence hors mental, hors du temps, hors de tout, et vraiment élever mon taux vibratoire dans un endroit, enfin c'est même pas un endroit, c'est-à-dire mon taux vibratoire est tellement haut qu'à ce moment-là, tout coule de source, tout fait sens. Et ce que je reçois est d'une telle précision qu'à chaque fois, moi, je suis estomaquée, émerveillée. Voilà. Pour moi, ça dépend de mon taux vibratoire. Si, admettons, je suis fatiguée, je consulte quasiment tous les jours,
Si je suis fatiguée, donc je prends un minimum de personnes par jour. Pourquoi? Parce que je veux garder cette qualité. Et si je suis fatiguée, on essaie à tout prix de me dire je veux, c'est urgent, etc., je refuse. Pourquoi? Parce que physiquement étant fatiguée, je ne pourrais pas offrir cette qualité vibratoire. Et justement, je pourrais attirer n'importe quelle vibration qu'il a, ou me plomberont, ou me fatigueront, ou pourront essayer de manipuler. Donc pour moi, c'est une question d'auto-vibratoire et de conscience. Et pour être dans cet état vibratoire, dans quelles conditions tu te mets? Je veux dire, est-ce qu'il y a des exercices précis Tout à fait. pour élever ton niveau vibratoire? Tu peux nous en donner un, au moins? Alors, en donner un, alors je vais faire très court, mais néanmoins, je vais donner un process simple. La toute première des choses, c'est de ne pas perdre pied avec le aujourd'hui. Quand je pratique un exercice de connexion, je suis dans le ici et le maintenant et je m'ancre profondément à la terre. Et je suis bien présente ici. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est pas histoire d'aller piou-piouter avec les éléphants roses de l'autre côté du voile et se dire waouh, j'ai rencontré des maîtres et des guides, c'était trop bien. Ouais, mais t'as vu la plante, là, la soif? Ben non, je l'ai pas vue. Attends, moi je discute avec les maîtres et les guides, j'ai pas le temps de m'occuper de ce qui se passe sur Terre. Donc il faut pas oublier que si je suis sur Terre, si j'ai choisi l'incarnation, c'est pour y déployer ce que je suis dans toutes mes aspérités et dans toutes les diversités des différents personnages qui vivent à l'intérieur de moi, de cette personnalité multiple que j'ai. Donc déjà, bien les pieds sur terre, bien s'ancrer, bien être là et bien être dans la conscience de. Ensuite, la deuxième des choses, c'est d'avoir une intention. Quelle intention j'ai? Alors, je ne la choisis pas identique tous les jours. Ça peut être aujourd'hui, j'ai envie de ressentir la joie. J'ai envie de me mettre en joie. Donc, pour être en joie, ça ne se passe pas dans le mental. C'est impossible. Mais j'ai des billions de petites cellules qui me disent « Ok, on est avec toi. On se met en joie aussi. » Donc, je mets ma conscience, je la pose à l'intérieur de mon centre cardiaque jusqu'à temps de ressentir une paix indicible où je ne pense plus. Je ne pense plus, donc je suis. Je suis toujours consciente d'être dans la pièce dans laquelle je suis, d'être bien ancrée. Normalement, j'appelle mon équipe de soutien et je me mets dans une super bulle de lumière. Et ensuite, je me fais canal et je pose des questions. Voilà. Et se présente dans ce merveilleux canal de lumière qui veut bien m'aider dans cet instant. Voilà. Et je remercie toujours ce qui est plus grand que moi, ce qui est merveilleux et qui me guide, qui m'aide et qui m'accompagne. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je me réancre et je ramène dans le ici et le maintenant l'état de ou les réponses de. Merci. Pour rebondir sur les propos de Françoise et sur les pièges de l'ego, enfin de la démarche spirituelle, la question qui était posée, c'est peut-on être leurré et se fourvoyer sur ce chemin? Et tu parlais de l'intention qu'on allait former. Et c'est vrai que si l'intention est juste, moi il m'est arrivé dans des démarches sur un chemin spirituel d'avoir l'intention d'être plus connecté, d'être davantage relié, d'avoir plus de choses. Et en fait, quand l'intention, elle est orientée vers quelque chose qui va venir ajouter quelque chose, hein, ça nourrit toujours. Si elle est plus humble ou plus en faveur du chemin sur lequel je suis, il y aura davantage de chances pour que ça soit suivi d'effets. Et quand tout à l'heure on parlait de ça, on disait qu'il y a une différence entre l'étude que l'on peut faire de la spiritualité et l'expérience que l'on peut en faire. Et on peut étudier toutes les civilisations anciennes, les peuples amérindiens, les Toltecs, les Aztèques, et aller chercher ce qui faisait leur état d'éveil. Et puis on peut soi-même,
par des pratiques de méditation, par des pratiques de respiration inspirée, de respiration holotropique, aller davantage au contact de soi, mais toujours avec une intention juste. C'est-à-dire pas aller chercher quelque chose un peu d'exotique, de l'ordre de l'expérience extraordinaire, mais quelque chose qui va nous permettre tout simplement de contacter la nature, la vraie nature de ce que nous sommes. Alors, justement, tiens, on va passer du on au je. Tu fais comment, toi, Jean-Charles, pour être dans l'expérience? Alors, j'ai fait le week-end dernier un stage, justement, de respiration holotropique, où j'avais une intention, en fait, la première intention sur le premier stage que j'avais formé, c'était de me retrouver moi tel que je suis, débarrassé des apparats, des postures, pour justement reprendre un peu contact avec la personne que je suis. Et entre-temps, en fait, j'ai fait d'autres stages où mes demandes, elles ont été un peu plus, peut-être un peu moins justes. Effectivement, le fait d'être davantage relié, ou ce genre de demande. Celle-ci était, de ce dernier stage, était de connaître celui que je suis dans mon état originel. C'est-à-dire, quelle est ma nature, pas celui que je suis aujourd'hui, mais presque d'où je viens. Mais quelle est ton essence? Mon essence. Je me suis promené dans la galaxie. Ah ouais. Enfin, je ne sais pas tu si viens de c'est loin, alors. La galaxie qui était autour de moi ou si c'est moi qui suis allé dans la galaxie, mais je me suis senti vraiment faisant partie d'un tout avec, au final, en fait, à la fin de cette respiration, parce qu'on accède à des états de conscience modifiés, où là, en fait, le mental disparaît totalement et on reconnecte avec l'être que nous sommes. Et à la fin de cette respiration, après vraiment m'être senti entièrement relié, j'ai eu un message qui me dit « Reviens dans ton cœur ». Et j'ai vraiment eu le besoin une fois que j'avais cet état de conscience qui me faisait me sentir relié à un tout, faire partie d'un tout, mais c'était quelque chose que tu côtoies pas comme ça tous les jours. Hein. C'est dur de te sentir relié à tout. Et à un moment, tu dis, bon, je suis tout, et qu'est-ce que je fais maintenant? Reviens dans ton cœur. Et c'était vraiment le message qui m'était indiqué. Et ça sera quoi? Et alors, ma deuxième intention, c'était, c'est quoi mon intention? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? En fait, c'est peut-être de faire en sorte, au moins pour mon entourage, d'aider ceux qui sont autour de moi à revenir dans leur cœur. Comme quoi, quelle que soit la pratique, on revient toujours à ce que nous disions tout à l'heure, la voie royale, c'est la voie du cœur. Car lorsque je suis, où tu es, où Sylvie est dans son cœur, eh bien, je ne pense plus et je suis. Et là, tout est juste. Parce que si c'est juste pour soi, c'est juste aussi pour les autres. Voilà. Je ne pense plus, donc je suis. C'est J'adore. C'est cela. Bye bye Descartes. C'est ça. Ah, largement. Largement. Allez, une troisième pause musicale avec A Change Is Gonna Come de Sam Cooke, interprété par Brian Owen. I was born by the river in a little tent. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know
change gonna come. Oh, yes, it is. Then I go to my brother. And I say, brother, help me please. But he wind up knocking back down on the knee. Oh, there've been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able, Father, to carry on. And it's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it is, yes it is, yes it is. Said I know that a change is gonna come one day. I know a change gonna come. Yes it is. I know. Said life can be hard. Oh yeah. And times can get rough, but still I know. Still I know a change gonna come. Oh, 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 oh. Get away. Yes, it will. Françoise, il me semble que tu mets en place un dispositif, je ne sais pas comment l'appeler, pour accompagner, favoriser ce basculement dont on parle depuis tout à l'heure. Alors oui, j'en ai plusieurs que je mets en place, déjà sous forme thérapeutique, puisque j'ai mixé plusieurs formes thérapeutiques pour mener les gens vers la liberté d'être soi, et qu'ils prennent grand soin de leur soi et qu'ils puissent prendre leurs décisions très connectées dans leur cœur à partir de cette conscience qu'ils sont. N'oublions pas que chacun peut manifester dans sa vie ce qu'il ressent être juste pour lui, et forcément c'est juste pour les autres quand ça vient du cœur, donc sous forme thérapeutique. Ensuite, je fais des méditations d'évolution de conscience, et j'accompagne les gens jusqu'où ils désirent aller. Et en troisième formule, de toute façon c'est tout mis sur mon site, c'est la création des centres amour-compassion. Là aussi, j'ai mis différentes formules, différents degrés, suivant où les gens auront envie eux-mêmes de se situer. Je veux dire que chacun aille en résonance avec ça. Mais le but du centre amour-compassion, c'est véritablement faire l'expérience en soi de qui l'on est véritablement, et de recevoir, d'être connecté aux multiples, à son potentiel, quel qu'il soit, et de le manifester avec sa singularité par rapport à comment est la personne sur Terre, quel que soit son travail, et tout ça, quoi. Là, c'est pas important d'être, ça y est, je suis dans le spirituel, il faut absolument que je déploie du spirituel. Non, c'est vraiment... quelqu'un peut être maraîcher et être bien connecté à son cœur et mettre tellement d'amour dans ce qu'il fait que lorsque l'on mange ses produits, eh bien, on a l'impression de se nourrir de ce
de ce que la personne y a mis, quoi. Et ces centres d'amour-compassion sont vraiment, alors moi je les appelle des oasis de paix, pour toutes les personnes qui se sentiront attirées vers cela, parce que je trouve que c'est important, voilà, d'être en paix avec soi et avec les autres. Magnifique. Et comment on rejoint un centre amour-compassion? Comment on peut entrer en contact avec toi et continuer l'aventure avec toi? Alors déjà, par le biais de mon site, hein, alors mon site s'appelle Reiki d'or en minuscule, _6, nouvelle, _6, terre.fr. Donc il a une douzaine de pages, hein, voyagez bien, sentez-vous appelé ou pas, hein. Et il y a également mes téléphones, donc le 06 37 65 10 12, ou alors le fixe professionnel 05 53 03 50 23. Et là, en ce moment, je suis en train de mettre en avant quelque chose qui me passionne. Je vais alimenter ma chaîne YouTube. Je vais raconter des histoires, les histoires extraordinaires de Françoise, donc des choses que j'ai véritablement vécues à travers ma propre vie et la vie de mes consultants. Donc, je suis autorisée à raconter leur propre expérience. Naturellement, il faudra qu'ils valident auparavant pour voir si je ne dis pas une ânerie. Et j'aimerais mettre en interconnexion les gens et leur montrer qu'ils n'hésitent pas en se disant « oui, mais moi, je ne suis pas capable, oui, moi, je ne suis pas ci, moi, je ne suis pas ça ». D'où l'importance de ces centres amour-compassion aussi, parce que les gens se sous-estiment beaucoup et ils ont des talents infinis. Moi, je ne connais aucune personne qui n'a pas de talent. Et ils ont des talents infinis. Et si quelqu'un a assez d'amour et de bienveillance pour appuyer sur le bon bouton, la personne, elle s'ouvre et elle se déploie. Et voilà, mon futur, c'est être une révélatrice de talent et de déploiement de toutes ces merveilleuses personnes qui sont, alors quel que soit l'âge, quoi qu'ils fassent, hein, c'est pas important, hein, mais qu'ils libèrent leur joie, leur amour de la vie et tout ça. Plus on sera comme ça, plus on va mettre la maladie d'amour sur Terre. Et là, c'est bon, hein, tout ira bien. Merci beaucoup Françoise. Avec plaisir, merci à vous deux. Jean-Charles, tu as un coup de cœur? Ça tombe bien parce que c'est un film qui pourrait être projeté dans le cadre de ces maisons, de ce centre. C'est un film qui s'appelle Samadhi. Alors ça s'écrit SAMADHI, qui est diffusé sur YouTube. Il y a la première partie qui est Maya, l'illusion du soi. Et puis une deuxième partie, mais là c'est la première partie de ce film, alors que l'on peut aller visionner sur YouTube, qui est en libre accès. Samadhi, c'est un ancien mot sanskrit pour lequel il n'y a pas d'équivalent moderne. Ça ne peut pas être retranscrit non plus au niveau du mental. Et Samadhi nous invite à découvrir ce qu'est notre propre nature, à sortir de l'illusion de soi, Maya. On nous parle ici de réaliser Samadhi, d'aller au-delà du nom et de la forme, de la pensée, en fait de réaliser le vrai soi, l'âme ou ce que Bouddha a appelé anatta. Le film Samadhi nous dit que dans le monde d'aujourd'hui, la majorité des gens qui se sont engagés dans des pratiques spirituelles ou religieuses comme le yoga, la méditation, les prières ou certains rituels pratiquent des techniques qui sont conditionnées, qui font partie de la structure de l'ego. La spiritualité sous sa forme la plus commune n'est pas très différente, nous dit-on, de la pensée pathologique que l'on voit partout. Il ne s'agit de rien d'autre que d'agitation de l'intellect, de plus de faire humain que d'être humain. Et c'est bien souvent une demande de l'ego qui veut toujours plus de tout, plus d'argent, d'amour, de pouvoir. Et ceux qui sont soi-disant sur le chemin spirituel désirent être plus spirituels, plus éveillés, plus sereins, plus en paix, plus éclairés. Il y a un danger en regardant Samadhi. Bon, c'est pas un grand danger, hein, mais il y a un danger, c'est que votre intellect cherche à acquérir Samadhi. Pire, c'est que votre intellect pense qu'il a acquis Samadhi. Car chaque fois qu'il y a un désir de vouloir acquérir quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est l'ego qui est à l'ouvrage.
Réaliser samadhi, nous dit-on, c'est apprendre à mourir avant de mourir. Et lorsque nous faisons l'expérience de la vérité de qui nous sommes, il n'y a plus la moindre peur de la vie ou de la mort. Samadhi nous invite juste à reconnaître que notre conscience est identifiée au mental et à la structure de l'ego qui nous lie à un conditionnement social que l'on pourrait appeler la matrice. Samadhi, c'est laisser derrière la vie héritée du passé pour vivre celle qui attend de percer à travers le monde intérieur. Prendre conscience de soi, se réveiller du rêve de votre personnage dans le jeu de la vie. Alors on y reprend la parabole de la caverne de Platon décrite par Socrate, celle de Sisyphe qui est condamné par les dieux à pousser inlassablement un rocher au sommet d'une montagne pour qu'il retombe à nouveau en bas. Et c'est la quête perpétuelle de l'homme. L'erreur de Descartes avec son célèbre dicton « Je pense donc je suis » qui assimile l'être fondamental avec la pensée et qui l'oppose à Bouddha qui dit, lui, que pour établir la vérité, on doit mettre en doute toutes les traditions, toutes les écritures, tous les enseignements. Et là, Descartes s'est arrêté au niveau de la pensée, alors que Bouddha est allé plus en profondeur. Il a pénétré au-delà des niveaux les plus profonds de l'intellect. Et puis, il y a aussi ce dicton que moi j'aime beaucoup dans la tradition zen, qui dit « Avant l'illumination, coupe du bois, transporte de l'eau. Après l'illumination, coupe du bois, transporte de l'eau. » Donc Samadhi nous parle aussi des traditions égyptiennes, du livre de Thoth, de la métaphore du jardin d'Éden. C'est un vrai chemin qui implique la méditation, qui est à la fois l'observation du soi conditionné, ce qui change, et la réalisation de la vraie nature, ce qui ne change pas. C'est merveilleusement illustré, c'est vraiment à regarder, il faut se laisser emporter et ne pas chercher justement à saisir, mais plus à laisser un état de conscience élevé capter ça sans que l'intellect s'en empare. On trouve ça sur YouTube. Voilà, j'allais te demander comment on fait pour le regarder. On tape Samadhi sur YouTube et il y a le livre 1 et le film 1, la partie 1 et la partie 2. Alors on commence par... Enfin, la partie 2, elle est un petit peu plus... c'est un petit peu plus compliqué encore, hein, mais une fois qu'on a bien intégré la partie 1, qu'on l'a regardé plusieurs fois, qu'on l'a repris 6 mois plus tard, moi je l'ai regardé la partie 2 encore hier après l'avoir visionné il y a 6 mois avec une compréhension qui était encore différente de la première fois. C'est pas un enseignement, c'est juste quelque chose à prendre comme ça. Merci Jean-Charles. Un mot de la fin ? À bientôt. On va se retrouver sur une prochaine émission. Tu aurais un mot de la fin ? Alors, moi, j'aimerais remercier, je t'aimerais te remercier de m'avoir reçu. J'aimerais remercier Jean-Charles. Et du plus profond de mon cœur, à cet instant, je souhaite à tous ceux et à toutes celles qui nous entendent de passer un merveilleux Noël, d'être vraiment dans leur cœur, de retrouver cette âme d'enfant, cette âme qui a envie d'entreprendre, d'aimer, de jouer, de ne pas se prendre au sérieux non plus dans la vie. La vie, c'est pas sérieux. Alors par contre, d'être sérieux et respectueux naturellement. Je vous invite pas à faire des bêtises, mais vraiment de ne pas être sérieux, de ne pas vous prendre de pas se prendre au sérieux et de laisser émaner votre joie, votre cœur et de vous aimer profondément tel vous êtes, vous accepter avec vos qualités, vos défauts, vos failles, vos ci, vos ça, qu'importe, vous êtes venus sur Terre avec moi pour embellir le monde et je vous remercie profondément de votre présence. Voilà. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, madame.